Quand on parle du GIEC, on pense au rapport qui alerte sur le changement climatique. En effet, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées sur l'état des connaissances sur les changements climatiques, leurs causes, leurs conséquences et les stratégies de parade. Mais saviez-vous qu'il est divisé en 3 groupes de travail? Aujourd'hui, on s'intéresse au groupe de travail 3 qui étudie les moyens d'atténuer le changement climatique. Leur dernier rapport a été publié en avril 2022 et il est le fruit d'un travail d'analyse de 18 000 publications scientifiques par 278 auteurs et autrices. Il étudie les scénarios de baisse de réduction des gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. Donc Armand, vous êtes un membre du groupe 3 du GIEC. Comment définiriez-vous votre ligne de conduite? Notre rôle est d'articuler science et réalité économique. Si on prend les marchés carbone, on voit qu'un prix mondial du CO2 entre 50 et 100 dollars par tonne d'ici 2030 réduirait les émissions de 30 à 50% dans les secteurs industriels. Cette approche évite les distorsions de concurrence tout en finançant l'innovation. La régulation pure, elle, risque de déplacer les émissions sans les réduire. C'est ce que nos modèles SSP2 anticipent clairement. Mais les critiques disent que votre approche est trop graduelle. Graduelle? Regardez les chiffres. Depuis 2010, les coûts du solaire ont chuté de 85% grâce au mécanisme de marché. Nous soulignons nous-mêmes que 60% des réductions d'émissions d'ici 2030 peuvent provenir de technologies déjà compétitives, à condition de les déployer via des incitations économiques ciblées, bien sûr. Notre scénario SSP2 prévoit un impact sur le PIB mondial inférieur à 2% d'ici 2050, contre 5 à 10% pour des mesures brutales. Et donc, qu'en est-il de la justice sociale? Eh bien, le chapitre 5 de notre rapport recommande des transferts fiscaux ciblés pour protéger les ménages vulnérables dans les régions dépendantes des énergies fossiles. Ces mécanismes sont essentiels pour éviter les fractures sociales, mais la transition doit être aussi pilotée par les forces du marché, comme avec le programme Cap and Trade de Californie. Avec de bonnes incitations économiques, nous alignons les intérêts privés et objectifs climatiques, tout en évitant les fuites de carbone et tensions sociales. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un scientifique chevronné, mais surtout inquiet. C'est ce que vous nous expliquez en amont de cette émission. Est-ce le dernier rapport du groupe 3 du GIEC qui vous inquiète? Oui, je suis inquiet. En effet, entre 2010 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté sans interruption. Pour rester sous les 1,5 degrés et respecter les accords de Paris, nous devons agir maintenant. La fenêtre d'action est extrêmement courte et nous devons réduire de près de 43%, soit près de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il est vrai que de tels chiffres sont inquiétants, mais le groupe 3 ne propose-t-il pas de solution? Si, tout à fait. Le rapport du groupe 3 du GIEC propose des solutions pour limiter l'impact anthropique en comblant notamment 2 écarts. Le premier écart, c'est l'écart d'émission et le deuxième écart, c'est l'écart de mise en œuvre. L'écart d'émission, c'est la différence entre les émissions à venir permettant de respecter les accords de Paris et celles induites par les promesses d'émission. En l'état, celles-ci ne permettent pas de rendre atteignable l'objectif fixé par les accords de Paris. D'un autre côté, l'écart de mise en œuvre, c'est la différence entre les promesses qui ont été faites et les conséquences des politiques existantes qui, à la fin du siècle, mèneraient à un réchauffement entre 2,5 et 3,5 degrés. Et donc, concrètement, quelles sont ces solutions? Pour le groupe 3, la sobriété est la clé et c'est une grande nouveauté. Moins d'avions, plus de vélos, une alimentation plus végétale et j'en passe. Pour chaque secteur, le groupe 3 propose des solutions, que ce soit le secteur de l'énergie, de l'industrie, des transports, des villes ou encore de l'alimentation. Par exemple, en quoi consisterait l'approche du groupe 3 sur les transports? Et selon le groupe 3 du GIEC, il faudrait du côté de l'offre proposer davantage d'électrique ou encore de l'hydrogène. Du côté de la demande, il faudrait un changement des modes de vie en faisant par exemple plus de télétravail afin de réduire le temps de trajet entre son lieu d'habitation et son lieu de travail. Évidemment, avec tout cela s'accompagnent des mécanismes plus globaux comme des instruments réglementaires ou encore des instruments économiques à l'image des marchés de quotas, des subventions ou encore des taxes carbone. Nous sommes maintenant avec Angèle, experte en géopolitique du climat, qui va nous parler de la difficulté de la mise en œuvre de telles solutions proposées. Lorsqu'une politique de lutte contre la pollution est envisagée, les décideurs cherchent la solution la moins coûteuse et la plus rentable pour la société. Ce raisonnement est également constatable à l'échelle internationale pour les négociations sur le climat, où certains pays tentent de freiner les engagements trop contraignants. Par exemple, lors de la COP28, l'Arabie Saoudite, ayant une économie massivement polluante, s'est opposée à l'inclusion de la mention sur la sortie des énergies fossiles. Un dilemme majeur pour les pays du Sud global est alors constatable. Doivent-ils poursuivre leur développement économique pour rattraper le niveau de vie des pays riches, ou bien doivent-ils limiter leur croissance pour respecter les objectifs environnementaux qu'ils n'ont pas causés? Merci Angèle. Et donc, est-ce que ces solutions proposées par le groupe 3 sont suffisamment efficaces pour faire face à ce problème? Le groupe 3 est dominé par des experts proches des milieux économiques et politiques anglo-saxons. Leurs recommandations s'appuient beaucoup sur les mécanismes de marché.
Et ces instruments économiques sont considérés comme efficaces pour inciter les entreprises à adopter des technologies plus propres et pour internaliser les coûts environnementaux des émissions. Toutefois, certains critiques, comme celle du Ciel, estiment que cette focalisation sur les mécanismes de marché reflète une approche néolibérale qui privilégie la croissance économique et les solutions technologiques sans remettre en question les modèles économiques actuels.